Mesdames, Messieurs, où que vous soyez, bienvenue sur l'édition JT des JT du 18 juin, les sommaires. Demain lundi, sur toute l'étendue du territoire national, des candidats au bac de juin 2023 composent la phase écrite. Quelques heures avant, les ministres des enseignements secondaires et supérieurs ont effectué une visite à la DOB pour constater le niveau des préparatifs de l'examen. Le point dans ce journal. Plusieurs étudiants en fin de formation à l'ESAE ont présenté et exposé leurs travaux de recherche devant les différents jurys les 15, 16 et 17 juin dernier. C'était dans les locaux de l'université à Cotonou. Après plusieurs années de lutte contre le trachome sur son territoire, le Bénin célèbre enfin l'élimination de ce mal. Des précisions dans cette édition. Moi, je suis à ESAE et toi? Moi, je suis en administration des finances à ESAE. Moi, je suis en diplomatie et relations internationales à ESAE. Moi, je suis en journalisme à ESAE. Émission ici, c'est ESAE. Moi, je suis en communication marketing à ESAE. Moi, je suis en droit à ESAE. Moi, je suis en gestion des ressources humaines à ESAE. Moi, je suis en gestion des marchés publics à ESAE. Moi, je suis en administration du travail et de la sécurité sociale à ESAE. Moi, je suis en sciences économiques à ESAE. Moi, je suis en banque finance à ESAE. Moi, je suis en administration générale à ESAE. Moi, je suis en audit et contrôle de gestion à ESAE. Moi, je suis en sciences juridiques à ESAE. Moi, je suis en administration générale et territoriale à ESAE. Moi, je suis en transport logistique à ESAE. Moi, je suis en gestion des projets à ESAE. Rejoignez-moi, c'est la meilleure université. Nous sommes à ESAE. Rejoignez-nous. À ESAE, l'excellence a un nom. 77 000 candidats vont affronter les épreuves du baccalauréat session de juin 2023. À quelques heures de l'examen, la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Éléonore Yaïla-Descamps, rappelle les différentes étapes de la composition et appelle les divers acteurs impliqués dans cette phase écrite à prendre leurs responsabilités en main pour un bon déroulement au micro de ESAE TV. Nous sommes effectivement ici à ce rendez-vous de cette édition de la session 2023 de l'examen du baccalauréat. Et comme d'habitude, nous ne venons pas à la fin du parcours. Nous faisons des déplacements réguliers pour nous assurer de ce que les orientations sont dans leur bonne marche d'évolution. Et nous assurons également au niveau de nos directions techniques que les uns et les autres s'activent pour la bonne réussite de cet examen. Vous avez mentionné, monsieur le directeur de l'office de bac, que notre baccalauréat dépasse déjà les frontières de notre pays et nous avons reçu comme témoignage un certain nombre de délégations extérieures pour voir quels sont nos secrets en la matière. Je sais également que vous vous activez pour l'harmonisation de l'examen au sein de l'UEMOA. Et dans ce cadre, les différents comités sont déjà constitués et il ne reste qu'à lancer ce processus du baccalauréat pour consacrer le lancement officiel des travaux de ces comités. En ce jour où nous sommes là pour rassurer l'ensemble des acteurs de cette chaîne d'organisation de l'examen du baccalauréat, il me plaît de dire que en matière d'organisation de l'examen, le directeur de l'office de bac nous a dit dans sa présentation que tous les préparatifs sont bouclés. Cela veut dire que les ressources ont été mobilisées et confiées à l'organisation de cet examen. Cela veut dire également que tous les acteurs ont été touchés
et chacun a la bonne compréhension de sa mission. Chaque acteur est simplement en attente du lancement officiel pour se mettre au travail. C'est ainsi que je m'en vais saluer tous les enseignants qui déjà ont préparé les apprenants. Cela reviendra évidemment à mon collègue de le dire encore davantage, parce que ça passe par là pour préparer nos candidats. Je voudrais également saluer tous les superviseurs et les chefs centres qui ont cette grande responsabilité de s'assurer de ce que les efforts qui ont été consentis pour la réussite de cet examen ne seront pas vains. Je voudrais compter véritablement sur eux, les superviseurs, les chefs centres, ainsi que les surveillants, les secrétaires et tout le dispositif de sécurité de cet examen pour que la première phase de cet examen, qui est l'écrit, se déroule très bien. Notons que c'était lors de sa visite le vendredi dernier dans les locaux de la direction de l'office du bac DOB. L'examen du baccalauréat 2023 aura bel et bien lieu le lundi 19 juillet 2023 sur toute l'étendue du territoire national. En prélude au lancement officiel, Eleonore Yaye-Ladekhan, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, ainsi que son homologue des enseignements secondaires, Yves Chabi-Kwaro, se sont rendus à la DOB le 16 juin dernier. Ils ont été constatés le niveau des préparatifs et dispositions prises par les autorités de la DOB pour un bon déroulement de l'examen. À l'occasion, les autorités ministérielles ont tenu une séance de travail avec le directeur de l'office, Alphonse Da Silva, et les superviseurs généraux. Reportage réalisé par ETélé. Tout est fin prêt pour le démarrage de la phase écrite du baccalauréat session unique de juin 2023. C'est ce qui ressort des propos du directeur de l'office du baccalauréat lors de la visite des ministres Eleonore Yaye-Ladekhan et Yves Chabi-Kwaro. Au niveau de l'office du baccalauréat, tout est fin prêt. Le modèle béninois d'organisation du baccalauréat est apprécié et exporté dans le cadre de l'harmonisation du baccalauréat au sein de l'UMOA. Nous avons fait des séances de travail avec les chefs, centres, superviseurs de l'examen et nous leur avons donné les consignes pour la phase écrite. Grâce à l'appui de l'armée et des forces de l'ordre, tout le matériel est arrivé déjà à bon port et en sécurité. Un constat satisfaisant pour la ministre Eleonore Yaye-Ladekhan. Monsieur le directeur de l'office du bac, je voudrais vous exprimer à vous et à toute votre équipe toute ma fierté et mon satisfaction, puisque je suis déjà venu un certain nombre de fois. Et nous avons effectivement la mission d'organiser le bac. C'est pour cela que j'ai fait un certain nombre de déplacements avant de venir avec mon collègue à ce rendez-vous pour lui montrer que tout est fin prêt. Cela veut dire également que tous les acteurs ont été touchés et chacun a la bonne compréhension de sa mission. Le ministre des Enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle rassure les candidats et les parents d'élèves du bon déroulement de l'examen du baccalauréat. J'ai bien suivi le point des préparatifs que vous venez de présenter et également toutes les fiches techniques que vous avez bien voulu nous faire parvenir. Nous avons fait les vérifications également au niveau des établissements qui sont retenus comme centres de formation. Je voudrais à la suite de ma collègue rassurer tous les candidats et tous les parents d'élèves que le bac aura bel et bien lieu lundi prochain dans les meilleures conditions possibles.
Au total, 77 563 candidats sont attendus sur toute l'étendue du territoire national ce lundi 19 juin 2023, tous répartis dans 136 centres de composition. L'examen du brevet d'études du premier cycle BEPC, session de juin 2023, a pris fin mercredi 14 juin. Quelques candidats ayant composé au centre CG Cetrita ont livré leurs impressions à l'issue de l'examen au micro de ESAE TV. Suivons ensemble. Premièrement, on a composé en communication écrite et à la fin, on a fini par la lecture. Les épreuves n'étaient pas très difficiles. Et c'est vrai, on était beaucoup stressés, mais on a réussi à gérer le stress. Ils ont demandé des trucs simples qu'on a appris en salle là, des trucs simples. C'était pas difficile comme ça, c'était simple et j'ai aimé ça. Pour la communication écrite, c'était le test narratif et la lettre administrative sous forme argumentative. Moi, j'ai fait le sujet 1 parce que ça me semblait très facile. La compo était abordable, c'était bon. Et j'espère que je vais m'en sortir. Les épreuves étaient abordables, surtout communication écrite. Les épreuves étaient abordables. Dans la lecture, nous avons posé des questions sur la cybercriminalité. Et nous avons dit de donner notre point de vue sur la cybercriminalité. Et selon moi j'ai dit que normalement, ils doivent fermer la cybercriminalité. Et j'ai aussi dit ce qui conduit les jeunes à ce phénomène. Ils nous ont demandé notre avis sur ce phénomène. Ce phénomène est très mauvais parce qu'ils aiment escroquer les gens, prendre ce qui ne les appartient pas, manger sans avoir travaillé. J'ai dit que c'était pas bon parce que, ils gagnent de l'argent facile quoi. Et c'est pas bien. J'espère que ça se passera bien comme ce matin et que les trucs que j'ai appris bien vont sortir. La première vague des soutenances pour le compte de l'année 2022-2023 a connu son épilogue ce samedi 17 juin à l'ESAE. Cette vague de soutenance concerne les étudiants en année de licence et de Master 2. Francis Farami, Anaël Dorou et Nassirine Fatoumbi vous proposent de suivre les impressions de quelques impétrants à la fin de leur soutenance. Ça s'est bien passé, c'était la journée la plus belle de ma vie parce que ce jour, j'étais content puisque c'est le jour, enfin, j'ai eu mon master professionnel et la présentation de mon sujet et ça s'est bien passé et je me suis bien défendu devant les jurys. C'était bien passé, le climat dans lequel j'ai passé ma soutenance s'est très bien déroulé. Je me suis défendu, ils ont compris et le sujet que j'ai choisi, c'est un sujet d'actualité parce que le thème était l'analyse des éléments de renforcement de la présence de l'Afrique dans les relations internationales. C'est un sujet qui touche les Africains et quand je me suis défendu, tout le monde se reconnaît dans le sujet et si bien qu'on n'aura pas beaucoup de choses à se dire, juste quelques questions que j'ai répondues. Ça s'est bien passé quand même. Par rapport au jury, c'est vrai qu'ils ont trouvé le travail un peu compliqué pour eux. Donc il y a eu des incompréhensions qui ont dû être éclaircies par mes soins. Dans la forme, tout ça s'est bien passé quand même. Donc à la fin, j'ai eu la mention bien. Le thème en fait, c'est le devis de masse et centrage à l'aéroport de Cotonou, analyse et perspective. Donc dans ce document, j'ai abordé beaucoup d'aspects relatifs à la sécurité des vols, comment établir le devis de masse et centrage, les calculs, et puis ensuite sur la base de simulation de vol, reproduit le crash du 25 décembre 2003 afin de montrer ce qui a raté au cours de ce vol-là. Donc l'ensemble de cela a permis de répondre en fait à la problématique. Le thème de mon mémoire, c'est contribution à l'amélioration des procédures d'évaluation des bases de calcul de l'impôt sur les revenus fonciers au sein des impôts de AGLA. Donc ce thème est né à cause des inquiétudes que rencontrent souvent les populations AGLA après le partage des avis d'imposition. Les membres du jury ont apprécié le travail dans son ensemble, mais ils auraient voulu que le travail soit plus profond, c'est-à-dire qu'on étudie plus ce qui fait que
Jusqu'à présent, on n'a pas trouvé les solutions idoines pour régler ce problème. C'est-à-dire qu'une maison, par exemple, est fermée et que l'agent enquêteur vient et évalue la maison, une maison qui n'est pas habitée par le propriétaire ou sa famille ou qui n'est pas louée du tout, on vient, on donne un montant. Ça veut dire que la maison n'a pas de revenu en réalité, n'a pas de revenu locatif, mais on lui donne un montant pour amener après un impôt, tout ça. On trouve que c'est assez arbitraire. Donc les membres du jury ont demandé quelles sont les solutions qu'on a. Mais c'est là que le Code général des impôts aussi a essayé de passer un peu sur ça, mais on n'est pas encore arrivé vraiment. Il y a un vide juridique à ce niveau. Pour l'examen national, c'est un examen. Je vais me préparer comme il se doit. Je vais d'abord participer aux travaux dirigés que l'école a prévus pour les candidats. Et donc je serai présent et puis je vais affronter l'examen. Pour les examens nationaux, je me prépare bien. Déjà, le temps qui nous reste pour se préparer n'est pas beaucoup, mais déjà on est en train de faire les programmes, on revise déjà les cours et d'ici peu je pense que les TD aussi vont nous apporter les fruits et on va s'en sortir. Le Centre interfacultaire de formation et de recherche en environnement pour le développement durable de l'UAC CIFRED UAC a célébré vendredi dernier la journée de l'étudiant en environnement. L'une des activités prévues a été la mise en terre des plants. Retour sur cette célébration filmée et suivie par ESAE TV. Première étape de cette journée, la mise en terre de plantes. À cet effet, des étudiants, des membres du Centre interfacultaire de formation et de recherche en environnement pour le développement durable de l'Université d'Abomey-Calavi CIFRED UAC, des membres du personnel administratif et d'autres acteurs se sont mobilisés pour la mise en terre de plusieurs plantes. Étape suivante, conférences, communication et animations diverses. C'était l'occasion pour le directeur du centre et le comité d'organisation de remercier les différents partenaires et rappeler l'importance de l'arbre dans la société. Chers étudiants, auditeurs de CIFRED, chers partenaires de l'événement, chers invités en vos rares qualités. En réalité, je n'ai pas pris de discours, je vais juste dire un merci sincère. D'abord à l'équipe électorale, dirigée par le professeur Abdessi Félicien, qui sincèrement s'est mobilisé pour soutenir l'événement. Cher monsieur le chef cabinet, le président de l'État, vous pouvez bien envoyer le remerciement au professeur Abdessi et à toute son équipe. Les espaces verts arborés ont un effet bénéfique sur notre bien-être. Ils fournissent des paysages esthétiques, réduisent le bruit urbain, favorisent la détente et offrent des opportunités, des activités de plein air. Chers participants, il est essentiel de préserver et de planter davantage d'arbres pour maintenir l'équilibre de notre environnement. En tant qu'étudiants en environnement, nous avons entre nos mains la possibilité d'influencer positivement la société. C'était également l'occasion pour les différents partenaires de relever l'importance et l'utilité de cette journée. Je voudrais avant tout saluer chaleureusement les responsables du CIFRED, le directeur et toute son administration, qui ont apporté aux organisateurs l'appui nécessaire à la tenue de cet événement d'une importance capitale. Je voudrais ensuite remercier les initiateurs pour leur engagement et leur dévouement en faveur de la préservation de l'environnement et du développement durable. Nous avons certes une journée de l'arbre de l'air. Ça veut dire que l'arbre est très important et les autorités ont pris une journée pour le célébrer. Nous avons célébré la 9e édition cette année. Et nous demandons à tout le monde de planter les arbres. Notre ONG a compris et nous avons dit ce que nous allons faire, c'est de produire ces arbres-là et de les distribuer gratuitement. Je dis bien gratuitement. Cette journée, il convient de le mentionner, a été initiée
par les auditeurs en master du Centre interfacultaire de formation et de recherche en environnement pour le développement durable de l'Université d'Abomey-Calavi, CIFRED UAC. La collectivité a de mots à soutenir d'assister pour de bon la collectivité non madame a encore de à sa place non million madame on peut nous soutenir à la plupédia. Le Conseil camerounais en République du Bénin, CCRB, a célébré vendredi 16 juin, à la faveur d'une soirée de gala, l'investiture de ses nouveaux responsables à Cotonou. Initiée par le nouveau conseil électoral, la fête a été marquée par la présence d'autorités béninoises et du consul du Cameroun à Lagos. Une équipe de ZAETV a été témoin de la soirée suivie. Après 10 ans d'obscurité, la lumière vient enfin de jaillir sur le Conseil camerounais en République du Bénin, CCRB. Fierté, retrouvailles et solidarité ont marqué cette soirée de gala initiée par le nouveau conseil, présidé par Victoire Sikedi Davison et du vice-président Paulin Koueché. Une soirée pour commémorer l'investiture des dirigeants du CCRB. En toute chose, toujours remercier le Seigneur, Dieu Tout-Puissant. Comme vous le savez, il est le maître du temps. La belle preuve, après une traversée désert, il a choisi cette date, le 16 juin 2023, pour me donner le bâton de pèlerin, pour conduire la destinée des Camerounais et Camerounaises au Bénin. Je lui serai éternellement reconnaissante. Chères autorités béninoises, devant cette communauté, je promets que nous, Camerounais, résidant dans votre pays, serons à la hauteur des espoirs et des attentes que vous avez à notre endroit. À vous, chères autorités camerounaises, merci, merci et encore merci de nous avoir fait confiance. La consul générale du Cameroun à Lagos s'est déplacée pour réitérer son soutien au peuple camerounais et remercier les autorités béninoises. Je vous présente le bureau exécutif de CCRB. Je tenais à vous remercier pour le soutien, tous les encadrements que vous les avez accordés pendant toute cette période. Et qu'est-ce que je peux dire encore? J'ai remercié tout le monde, tous les Camerounais, ils ont apporté tout leur soutien à ce moment. Et je vous laisse, puisque je ne suis pas là, je suis à Lagos. Donc je tiens et je compte sur vous pour l'encadrement et pour le suivi. Présent également à cette soirée de commémoration, le représentant du commissaire du 9e arrondissement de Cotonou n'a pas manqué de féliciter les Camerounais. Je voudrais dire que toute la communauté béninoise, à travers notre humble personnalité, prend acte de ce qui a été fait. Nous vous félicitons parce que ce n'est pas facile de construire l'unité dans la diversité. Madame le consul, nous allons rendre compte à nos autorités hiérarchiques et nous souhaitons que la fête soit belle. Plusieurs membres ont été honorés pour leur travail acharné au sein du Conseil. Ceci à travers des actes de nomination pour compléter les autres postes du Conseil. Après le défilé de mode, les interprétations, la coupure du gâteau, la danse show a été pris d'assaut par les Camerounais et les invités présents. Un départ rythmé par les hôtes de Victoire Sikedi et Paulin Koueché jusqu'au petit matin. Le 16 juin, les coalitions de l'Action mondiale contre la pauvreté organisent des actions simultanées pour la journée de l'enfant africain. Cet événement annuel commémore le massacre des enfants et rappelle l'importance de les soutenir, les sensibiliser afin de défendre le respect de leurs droits. À l'occasion de la journée de l'édition 2023, la ministre des Affaires sociales et de la microfinance, Véronique Auteuil-Fondé, a livré un message à la population. Suivez pour plus de précisions. Béninoises, Béninois, chers compatriotes, 1990 à 2023, il y a 33 ans que l'Afrique célèbre le souvenir du massacre des enfants de Soweto en 1976, que ce devoir de mémoire nous engage à faire le bilan de l'état de la protection de l'enfant
sur le continent et dans nos pays respectifs. Malgré les engagements pris par nos pays respectifs à travers les objectifs de développement durable, les aspirations de l'Afrique que nous voulons à l'horizon 2063 et l'appropriation progressive des conventions internationales, régionales et sous-régionales, la situation de l'enfant africain est toujours confrontée à un faible taux de scolarisation avec une mention spéciale pour les filles. Une forte déscolarisation et ses corollaires que sont le travail des enfants, la traite et la mobilité transfrontalière des enfants, les violences sexuelles, les mariages précoces et forcés, et j'en passe. Ce tableau peu reluisant se complique avec le faible accès des enfants africains à l'information et ou la mauvaise utilisation de l'environnement numérique en plein essor. C'est donc à juste titre que le Comité africain d'experts sur les droits et le bien-être de l'enfant invite les États africains à réfléchir cette année 2023 sur le thème « Les droits de l'enfant dans l'environnement numérique ». En 2023, la possibilité doit être offerte à chaque enfant de bénéficier d'une éducation de qualité sur un pied d'égalité et de promouvoir les possibilités d'apprentissage tout au long de la vie, l'ODD 4. C'est, entre autres, ce que l'Union internationale des télécommunications a compris en proposant un cadre d'investissement numérique au service des ODD. La collaboration des parents, des éducateurs et des professionnels est nécessaire pour protéger les enfants et les guider dans leurs choix. J'appelle tous nos partenaires, les organisations non gouvernementales nationales et internationales, les institutions des Nations Unies à nous rejoindre pour des actions encore plus fortes en faveur d'un environnement numérique sécurisé pour le bien-être des enfants. Chers partenaires, chers parents, chers professionnels de tous les domaines qui convergent à la protection et au bien-être de l'enfant, mettons-nous ensemble et collaborons pour un accès universel mais sécurisé de chaque enfant du Bénin à un environnement numérique de qualité. Proclamée en 2011 par l'ONU, la journée mondiale de sensibilisation à la maltraitance des personnes âgées a été célébrée au Bénin le 15 juin 2023. L'association des personnes du troisième âge du Bénin a organisé à cet effet une marche et une séance de kinésithérapie et autres activités. Le reportage est signé E-Télé. Boucler la boucle, lutter contre la violence fondée sur le champ à l'égard des personnes âgées. C'est le thème choisi cette année par l'OMS pour célébrer la journée mondiale de lutte contre la maltraitance des personnes âgées. L'Association des personnes du troisième âge du Bénin a marqué d'un cachet spécial cette journée en organisant une marche de l'étoile rouge à la Bourse du Travail et une séance de kinésithérapie suite à la marche. À cette occasion, la vice-présidente de la plateforme des personnes du troisième âge du Bénin a exprimé au nom de tous les membres leur reconnaissance à l'endroit de l'État pour les différents documents élaborés en l'honneur des personnes âgées. Nous sommes très reconnaissants pour les chantiers théoriques achevés pour le compte des personnes âgées. Nous pouvons citer l'élaboration de la politique holistique de protection sociale, l'élaboration de la politique nationale pour le vieillissement actif en bonne santé, l'élaboration d'un avant-projet de loi visant l'accès des personnes âgées aux services sociaux de base et son vote par l'Assemblée nationale. Elle exhorte également les autorités étatiques à continuer de les soutenir. Donner l'occasion à nos personnes âgées d'exprimer leur vécu. Aidez-nous, car il y a déjà eu la ratification de la Charte africaine des droits des peuples relatifs
aux droits des personnes âgées. L'Assemblée nationale l'a ratifié. Le représentant du ministère des Affaires sociales et de la microfinance a présenté brièvement les actions qui seront menées et les rassure du dévouement de l'État à les accompagner. Le ministère ne va pas ménager d'efforts pour accompagner les actions de la plateforme. Le ministère appuie des associations des personnes âgées à en vivre. Et cette année, il y a des actions de sensibilisation contre l'agisme qui seront menées sur toute l'étendue du territoire national. Le ministère a prévu cela. Ne vous sentez pas oubliés. Le gouvernement pense à vous et ensemble, nous allons mener la lutte. À la fin de l'événement, la vice-présidente remercie les acteurs des différentes communes ayant participé à cette journée. Tous les regards sont désormais tournés vers l'édition prochaine. Les responsables de la formation politique Union progressiste Le Renouveau ont organisé au profit des députés du dit parti un atelier de formation le 15 juin dernier à Grand Popo. L'objectif visé est de renforcer leurs connaissances pour qu'ils puissent mieux défendre les intérêts du peuple béninois. Un reportage de Etélie Bénin. Le parti Union progressiste Le Renouveau renforce les capacités de ses députés. Un atelier de formation axé sur le thème « Contrôle de l'action gouvernementale ». L'atelier vise 3 objectifs spécifiques, à savoir renforcer le niveau de connaissance des 53 députés membres de notre groupe parlementaire sur les dispositions légales du contrôle parlementaire de l'action gouvernementale, les outiller sur les stratégies de contrôle de l'action gouvernementale par un député de la majorité présidentielle, les amener à assurer un contrôle responsable de l'action du gouvernement. 3 objectifs spécifiques qui seront minutieusement développés à ces 53 députés et leurs suppléants en vue d'avoir une idée claire et bien précise sur le thème général retenu pour cet atelier de 2 jours. Le contrôle de l'action gouvernementale est l'un des axes majeurs de cette mission de notre Assemblée nationale. Et c'est sur ce terrain que nos populations, nos concitoyens, nos compatriotes, nos électeurs attendent les députés de l'Assemblée nationale et prioritairement les députés de notre groupe parlementaire, le groupe parlementaire le plus important. Et la question est de savoir de quelle manière exercer cette mission de contrôle. Peut-on l'exercer de la même manière lorsque l'on est de la majorité parlementaire doublée de la majorité présidentielle? Est-ce de la même manière que l'on va l'exercer lorsque l'on est député de la minorité parlementaire, certaines fois doublé de la qualité de député de l'opposition? La question est importante. Elle est authentiquement politique. Voilà le travail que nous allons faire 2 jours durant afin de préserver les nombreux acquis dont notre pays s'honore depuis 2016, notamment sur le plan économique et social, dans les domaines des infrastructures, de l'énergie, de l'eau potable, de l'éducation, de la santé, etc. Au regard donc de son importance, les députés sont appelés à plus d'éveil, de concentration. Mais au-delà, c'est une rencontre d'échange et de partage. Le Présidium a souhaité, avec le groupe parlementaire, que nous puissions nous retrouver pour définir à la fin notre propre stratégie de contrôle de l'action du gouvernement. Je voudrais vous saluer toutes et tous de répondre présent à cet atelier qui nous permettrait de renforcer notre propre connaissance de l'Assemblée nationale, mais surtout de nous donner les moyens de mieux servir le peuple, puisque c'est notre raison d'être au plan politique, c'est notre raison d'être en qualité de député à l'Assemblée nationale, et c'est notre raison d'être dans notre statut que nous devrions davantage affirmer de soutien au gouvernement et de notre appartenance à la majorité présidentielle. Je voudrais donc vous inviter
à une participation active aux travaux dans l'intérêt supérieur de notre nation, engagée dans une révolution économique et politique silencieuse. Je voudrais saisir l'occasion pour remercier très sincèrement le président du parti et le présidium tout entier pour avoir accepté d'organiser cette rencontre de vérité et de définition des stratégies courageuses pour une législature fructueuse et réussie. Mes remerciements vont également à l'endroit de notre partenaire, l'Institut pour la gouvernance démocratique, qui nous apporte un appui fort dans l'organisation de cet atelier. Plusieurs communications sont données au cours de cet atelier de formation, dont la clôture est prévue pour ce jeudi 16 juin 2023. Le gouvernement du président Patrice Talon a décidé de la création de l'Agence nationale de maintenance hospitalière et approbation de ses statuts. Ont été également prises au Conseil des mesures de soutien de l'État au prix de cession des intrants et homologation du prix d'achat du coton au titre de la campagne cotonnière 2023-2024. C'était lors du Conseil des ministres tenu le 14 juin dernier. Plus de précisions avec le porte-parole du gouvernement, Wilfried Léandron-Wedi. Il ressort du bilan de la campagne écoulée et des projections faites sur la prochaine qu'en raison de la conjoncture internationale, le prix des engrais reste élevé et que certains types d'intrants sont de moins en moins disponibles, notamment le NPK. Ainsi, le sac de 50 kg d'urée devrait être cédé à 27 000 francs CFA. Mais il est évident que choisir de pratiquer les prix objectifs, tels que la réalité mondiale l'impose, risque d'engendrer un effondrement de la production agricole et, par conséquent, une menace pour la sécurité alimentaire. En effet, les engrais destinés à la production vivrière comme cotonnière dans notre pays sont cédés au même prix. Pour ce faire, il est urgent que l'État et les acteurs de la filière coton renouvellent leur soutien, ainsi qu'ils l'ont fait lors de la campagne 2022-2023 à hauteur de 55 milliards de francs CFA afin de maintenir les prix des engrais à un niveau accessible pour les producteurs. C'est en prenant la mesure des enjeux pour la présente campagne que la contribution de l'État s'élèvera à plus de 30 milliards de francs CFA. Ceci permettra, en dépit de la conjoncture internationale, de maintenir les prix de vente des engrais SSP et NPK aux producteurs à 14 000 francs CFA le sac de 50 kg et à 3 500 francs CFA ou 4 000 francs CFA celui du flacon d'insecticide selon le cas. En ce qui concerne les herbicides, ils seront cédés à 3 500 francs CFA, 7 500 francs CFA, 7 011 francs CFA ou 8 000 francs CFA le litre, selon qu'ils sont totaux, sélectifs ou précoces. En outre, au titre de la campagne cotonnière 2023-2024, le Conseil a homologué les prix d'achat du coton graine aux producteurs ainsi qu'il suit. Coton graine conventionnel, 300 francs CFA le kilogramme pour le premier choix et 250 francs CFA le kilogramme pour le deuxième choix. Coton graine biologique, 360 francs CFA le kilogramme pour le premier choix et 310 francs CFA le kilogramme pour le deuxième choix. Enfin, les prélèvements destinés aux fonctions critiques sont fixés à 13 francs CFA le kilogramme de coton graine et à 5 francs CFA le kilogramme de coton graine pour la réserve stratégique. Cette édition se poursuit. Le trachome est une maladie infectieuse de l'œil due à une bactérie Chlamydia trachomatis qui affecte presque toujours les deux yeux. Depuis 2014, le Bénin lutte pour l'éradication et l'élimination de ce mal observé dans le nord Bénin. Cette année, précisément en avril dernier, le pays a obtenu un document attestant la disparition du trachome sur son territoire. Cette victoire a été célébrée le 13 juin dernier en présence du ministre de la Santé, un élément réalisé par ETélé Bénin. Le trachome n'est plus un problème de santé publique au Bénin. 8 années de lutte après, le pays parvient enfin à l'élimination de cette maladie touchée par la plupart des personnes vivant en zone rurale. Cette victoire représente une belle avancée pour le Bénin, qui est classé 5e pays en Afrique
à avoir éliminé cette maladie. Le 13 avril 2023, l'Organisation mondiale de la santé a validé l'élimination du trachome en tant que problème de santé publique au Bénin. Cette importante décision fait de notre pays le 5e de la région africaine de l'OMS a franchi cette étape importante dans la lutte contre les maladies tropicales négligées à la suite du Ghana, de la Gambie, du Togo et du Malawi. Au niveau mondial, le Bénin rejoint les 15 autres pays qui ont été reconnus par l'OMS pour avoir éliminé le trachome en tant que problème de santé publique. Il s'agit d'une avancée notable qui témoigne de l'efficacité des investissements du gouvernement de la République du Bénin et de ses partenaires engagés dans la promotion du bien-être physique, mental et social de nos communautés. Après une telle réussite, et vu les différentes étapes qui ont amené le Bénin à obtenir un tel résultat, cette journée de célébration de l'élimination du trachome est le moment propice de remercier tout un chacun pour les efforts consentis. C'est le lieu de saluer les partenaires qui ont accompagné le Bénin tout au long du processus, la collaboration avec la firme pharmaceutique ayant permis de mettre gratuitement à disposition l'antibiotique nécessaire pour la prise en charge des cas. Je voudrais également saluer, et tout particulièrement, les efforts déployés par les professionnels de santé au Bénin qui ont consacré leur expertise et leur dévouement à la lutte contre le trachome. Après la dracunculose et la forme gambienne de la trypanosomiase humaine africaine, le trachome est la 3e maladie de santé publique éliminée par le Bénin. L'Institut français du Bénin a abrité les 13 et 14 juin dernier un colloque à l'occasion du 60e anniversaire de l'organisation de l'Université africaine, Union africaine, un rendez-vous d'échange qui a réuni des universitaires, des acteurs politiques et cadres à divers niveaux. Leurs échanges ont porté sur les fondements de l'OUA-UA, élément signé ETL Bénin. À travers le prisme de la rigueur scientifique, le 60e anniversaire de l'Organisation de l'Unité africaine, Union africaine, a suscité des débats passionnants entre chercheurs béninois et étrangers. Pour le compte de la dernière journée de réflexion, plusieurs communications ont meublé ce rendez-vous d'échange et de partage. Si aujourd'hui, par rapport à notre conférence ou à notre colloque, pour ce que je dis, ça devrait être traduit en anglais ou en portugais ou en arabe ou dans une autre langue, imaginez quel est le déploiement, quel est l'effort, quelle est l'énergie qu'il faut déployer pour pouvoir le faire. Ça ne va pas être la même chose. Donc déjà, en ayant cette multiplicité, ça plombe quelque part notre développement. Donc aujourd'hui, nous avons 6 langues qui sont devenues des langues officielles de l'Union africaine. Ça, c'est un véritable problème. Les participants à ce colloque ont échangé sur l'histoire politique de cette organisation intergouvernementale, son approche comparée des constructions de l'Union africaine et de l'Union européenne, sa trajectoire économique. Depuis l'organisation de l'unité africaine, plusieurs questions continuent d'être posées. L'Union renforce-t-elle la place de l'Afrique dans la mondialisation? Quel est le rôle des communautés économiques régionales? On constate qu'il y a beaucoup de problèmes, beaucoup de défis à relever. Et nous le constatons aujourd'hui avec les différents problèmes qui minent le développement de l'Afrique, de par les problèmes que rencontrent ces États. Alors, cela nous amène à nous poser la question de savoir, est-ce qu'un marché commun peut-il réellement exister en Afrique? Est-ce qu'on peut atteindre réellement un marché commun? Nous avons une population très élevée de la francophonie. Nous avons aussi la francophonie en avance sur beaucoup d'autres regroupements linguistiques. Il faut que les États de la francophonie pensent à comment faire pour développer l'industrie à travers les grappes industrielles, à travers les clusters industriels au niveau des pays africains. Donc nous avons des ressources, 20% de commerce extérieur se réalise dans les pays francophones, plus de 800 millions d'habitants. Imaginez là, il y a un grand marché là, à exploiter. Près de 90% de la jeunesse francophone sera africaine en 2050. Plus de 10% de la richesse mondiale, 7,4% de la production mondiale de pétrole, 21% des terres arabes et 22% des réserves d'eau potable renouvelables mondiales. Et nous avons du potentiel. Et il faudrait que la francophonie ne soit plus francophonie seulement culturelle,
mais que ce soit une francophonie où on peut apprendre. 60e anniversaire de l'Union africaine, célébré autrement à l'Institut français du Bénin. Moment de riches échanges et de partage pour cerner les fondements de cette organisation intergouvernementale et comment le concept panafricanisme a-t-il évolué. Le nouveau président nigérian Bola Tinubu a annoncé lors de sa cérémonie d'investiture le 29 mai dernier à Abuja la suppression de subventions des produits pétroliers. Cette annonce a entraîné la hausse du prix de l'essence de contrebande au Bénin. Des citoyens de Cotonou se sont prononcés sur la situation. Micro-trottoir réalisé par ESAE TV. La hausse des prix du carburant que les gens appellent essence frelatée. Non, ce n'est pas de l'essence frelatée. Aujourd'hui, maintenant, on sent. Il a suffi que le nouveau président, Bola Tinubu, dit qu'il ne va plus subventionner le prix du carburant pour que les États, des États limitrophes de son pays, en profitent. Vous avez vu? Nous sommes à côté du grand voisin, le Nigeria. Et si le Nigeria a décidé d'augmenter le prix de l'essence à la pompe, très sûr, ça va s'augmenter aussi au Bénin. Parce qu'on l'achetait avant à 450. Ceux qui nous vendaient ici à 450, à 400, vont acheter ça là-bas à 150 francs à la station. Donc presque double ou bien triple. Vous voyez, non? Donc ils étaient aisés dans leur commerce. Maintenant, le Nigeria a vu que ça ne profite plus à leur État. Et la nouvelle équipe a décidé d'augmenter le prix. Oui, bon vent à eux. Maintenant, ce que moi je demande, si notre chef d'État, si notre gouvernement aussi peut penser et voir dans quelle mesure accompagner la nation, les Béninois, pour que la peine soit amoindrie, ça va marcher. Sinon, mon frère, c'est trop cher. Hein? Nous ne pourrons pas être auprès du puissant Nigeria sans avoir des voies et moyens à desservir nos peuples. Ma pensée est que tout soit rabaissé pour la suivi des Béninois, parce qu'on ne peut pas dire que le SMIC du Béninois est monté un peu, on dira tout de suite que le carburant aussi a monté, tout et tout a monté, et qu'on puisse encore tout dans le revenu, c'est-à-dire le SMIC du dernier Béninois. À la pompe même, c'est déjà à 650 francs, très cher et introuvable. Moi, j'ai passé au moins 3 stations aujourd'hui là, je n'ai pas trouvé. Celle qui en a, la queue est très longue. Vous voyez, non? Donc je suis obligé d'aller au bord de la voie que j'ai pris à 800 francs, 2 litres à 1600. Ça fait que le peu d'économie que j'ai là, l'essence a pris tout. Vous voyez, donc c'est très dur. C'est très dur. Pour manger maintenant, c'est vraiment difficile. Donc si le chef de l'État peut voir, penser, réfléchir ce qu'il faut faire, s'il peut réduire le prix à la station à 500 francs et permettre à toutes les stations d'en avoir, même si les stations témoins, les mini-stations, on peut permettre à ces gens d'ouvrir des mini-stations au bord des voies un peu partout là, ça va marcher. Vraiment au niveau du prix de la station, c'est à 650. Mais je regrette beaucoup que la station n'a pas d'approvisionnement pour desservir tous les Béninois, parce que quand tu vas à certaines stations, ils disent qu'il n'y a pas de carburant. Une majorité de stations, à un moment, n'ont pas de carburant. La Commission nationale chargée de réfugiés et apatrides a célébré hier samedi 17 juin au stade René Plevel de Cotonou la journée mondiale des réfugiés, une journée au cours de laquelle différentes activités ont été menées. Mais avant de retrouver le point dans nos prochaines éditions, je vous invite à suivre Patricia Medjigbodo, chef de service de protection de base communautaire, qui explique ce qu'est un réfugié et exprime toute sa reconnaissance à la communauté béninoise pour l'hospitalité. Propos recueillis par Colombousou. Le réfugié, c'est une personne qui a dû fuir son pays, donc qui a quitté un pays d'origine pour un autre pays afin de sauver sa vie en raison des persécutions, soit personnelles ou politiques. Il est important de célébrer cette journée afin d'encourager toutes ces personnes-là qui ont dû fuir afin de sauver leur vie. Cette édition 2023, nous retenons comme thème de l'espoir loin de chez soi.
de l'espoir, l'un de ces soirs pour permettre à toutes ces personnes-là de continuer à espérer. Parce qu'ils ont tout laissé, tout fui pour sauver leur vie. Donc leur permettre encore de toujours espérer avoir un avenir meilleur dans leur pays d'asile. Actuellement, nous avons enregistré dans nos bases de données 9442 réfugiés, mais jusqu'à la fin d'année, jusqu'en décembre, nous envisageons quand même près de 20 000 personnes réfugiées, demandeurs d'asile et déplacés internes. Ils sont de plusieurs nationalités, des Centrafricains, des Togolais, du Burkina Faso, du Mali, du Niger, etc. Et enregistrés aussi bien en milieu urbain qu'en milieu rural. À part le match, nous avons le lundi la plantation d'arbres, comme nous l'appelons l'arbre de l'espoir. Comme on plante un arbre qui grandit, nous espérons que durant toutes les années qu'ils vont passer ici, ces réfugiés pourront vraiment grandir et espérer un avenir meilleur au Bénin. Nous exhortons tous les Béninois à continuer comme ils le font déjà si bien, à accueillir les réfugiés, les accepter et les aider véritablement à espérer à un avenir meilleur. Sport dans cette édition, les Guépards du Bénin ont arraché un match nul contre les Lions de la Teranga, le Sénégal, le samedi lors de la 5e journée des éliminatoires de la CAN Côte d'Ivoire 2023. Mal embarqués dans la partie, ils ont concédé l'ouverture du score juste avant la mi-temps, but signé Abdoulaye Seck. Revenus des vestiaires avec plus d'envie, les Béninois ont égalisé grâce à une somptueuse frappe en pleine lucarne de Moumini Rachid dans le dernier quart d'heure. Revivez les actions des deux buts dans les conditions du directeur au commentaire Léandro Kodo et Jean-Paul Remakba. Coup de pied de coin. Encore une belle sortie de Saturné Alagüe. Dégagement de Sankamao. C'est encore récupéré par les Sénégalais. Sénégalais qui passe une tête. Et c'est le but. Ouverture du score du Sénégal. Mais qu'est-ce qui a pu se passer? Qu'est-ce qui s'est passé? On n'a rien compris. Ouverture du score à la 42e minute de jeu. 43e. Abdoulaye Seck qui ouvre le score pour les Lions de la Teranga. Il va falloir revoir ce but au ralenti pour pouvoir bien l'apprécier. Maintenant, le Bénin est mené. Maintenant, il va falloir sortir le grand jeu. Et c'est la première fois que le Bénin arrive à envoyer une balle sur le gardien. La première fois. Et c'est une tête mal ajustée de Jodel Dossou. Il faut attendre la 45e minute pour le dire. Patrick aussi qui est sorti de l'autre côté. Stéphane Sessignon qui se fait applaudir par le public béninois, le chouchou des Béninois. Belle frappe! C'est un but! Moumini Rachidi! Moumini Rachidi! L'égalisation! Oh, quel joueur! Mais quel joueur ce garçon! Moumini Rachidi! Il a osé! Il a osé! Quelle belle frappe! Comme il a l'habitude de le faire en championnat. Mais qui l'aurait cru? Première sélection et premier but pour ce joueur d'Ayema. Et vous avez vu tout le match, il a été en confiance. Et c'est aussi il est ça. Très en confiance. Et là, il a pris sa chance parce qu'il fallait frapper. Sur le coup, il fallait frapper. Et là, dès qu'il a récupéré le ballon, il a fait une fin de frappe. Il a piqué à l'intérieur de la surface. Et paf, il a frappé. Il a mis le tir surpuissant. Grâce à ce nul, le Bénin reste dans la course pour arracher le deuxième ticket qualificatif du groupe L. Mais les Guépards devront aller battre le Mozambique, vainqueur du Rwanda 2-0 cet après-midi lors de la 6e et dernière journée, le 4 septembre prochain. Charlotte Rohr, le sélectionneur béninois, en était conscient avant la rencontre face aux champions d'Afrique sénégalais. Suivez ses analyses. On a vu un beau match de football. Un match entre deux belles équipes, une qui est championne d'Afrique, on a vu toutes ses qualités, notamment en première mi-temps, et une équipe du Bénin qui a su répondre à ce but encaissé au mauvais moment, juste avant la mi-temps, qui était un but un peu... On n'a pas vu trop comment il est arrivé, mais bon, ils nous ont un peu dominés en première mi-temps, et on a bien réagi.
On a bien réagi parce qu'en deuxième mi-temps, j'ai vu une équipe du Bénin qui a su prendre le jeu à son compte. On savait que le match au Mozambique serait décisif, quel que soit le résultat ce soir. Donc ça, c'était déjà, même si on avait gagné, il aurait fallu encore faire résultat au Mozambique. Mais ce point nous permet vraiment, sur le plan moral, de prendre confiance, d'encourager nos jeunes joueurs. On a eu face à nous le champion d'Afrique qui n'a pas perdu un seul match dans les qualifications, dans les éliminatoires. Et c'est le seul match où ils perdent des points, c'est aujourd'hui. Mais j'espère qu'ils vont gagner leur dernier match parce qu'on a aussi besoin qu'ils jouent le jeu jusqu'au bout, mais je sais qu'ils vont le faire. Et nous avons l'obligation encore de faire un bon résultat. Mais ce match aujourd'hui, c'était un match plaisant pour le public et pour nous en tant que coach, je pense, parce que nos joueurs ont tout donné de deux côtés. Et que le dur travail depuis 10 jours, nous sommes allés dans le sable parce qu'on ne pouvait pas utiliser tout le jour ce terrain, on voulait le mélanger avec la pluie et tout. On est allé dans le sable, on se fait critiquer, on a dit ils vont sur la plage, etc. Alors que travailler dans le sable, je ne sais pas si vous l'avez déjà fait, certains qui jouent au football, c'est de la musculation. Et on l'a fait mardi et ça a été très bien fait. Et les joueurs ont répondu présent ce soir. Et voilà, mais tout est encore à faire dans ce dernier match contre le Mozambique. En face, Aliou Cissé, le sélectionneur des Sénégalais déjà qualifiés et assuré de terminer à la première place, a préféré retenir les points positifs de la prestation de son équipe. Aujourd'hui, j'ai trouvé quand même une très belle équipe du Sénégal qui a très bien entamé la rencontre en première période et en début de deuxième période aussi. Donc, dans l'ensemble, je crois que ce fut un très très bon match. De notre part, le contenu a été quand même assez intéressant par rapport à ce que nous avons fait toute la semaine aux entraînements. J'ai vu beaucoup de choses intéressantes. Maintenant, c'est vrai qu'on prend un but venu d'ailleurs. D'ailleurs, je ne l'ai même pas encore vu. À peine que je me retourne, je vois déjà un but dans les cages. Quelle frappe magnifique. C'est le football. Voilà. Féliciter l'équipe du Bénin, les encourager pour qu'ils aillent se qualifier. Et nous, on aurait aimé faire 6 points, comment dirais-je encore, 6 matchs, 6 victoires. Ça ne sera pas le cas cette année. Donc il nous faudra faire du 5 sur 6. Donc aller préparer ce match à Kigali et essayer de remporter les points. Mais vraiment satisfait du contenu de mon équipe aujourd'hui. Un entraîneur, ce qu'il aime, ce qu'il rêve, c'est que son plan de jeu soit respecté. C'est que ce qu'on a fait en entraînement, vraiment sur le plan offensif, je l'ai vu aujourd'hui, sur le plan défensif aussi, je l'ai vu. Maintenant, comme je dis, un match, ça dure 90 minutes, ça ne dure pas 88 minutes. Ça, c'est un axe de progression pour nous. Effectivement, il nous arrive parfois de faire de gros matchs et de les perdre à la dernière minute, ou bien de se faire égaliser. Ça, c'est un axe de progression. Mais dans l'ensemble du match, jusqu'avant le but, je crois qu'on a plutôt bien maîtrisé notre sujet. Et c'est surtout ça qui est important. Mesdames, Messieurs, ainsi prend fin le JT des JT de ce 18 juin. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée à toutes et à tous et à la prochaine.